La ville de Pescia surgit au fond d'une vallée et sert de charnière entre des collines et des plaines couvertes. Les premières par des oliviers soignés comme des jardins, ouvertes la seconde au sud vers l'Arne et la mer. La rivière, en même temps, l'unit et la sépare, laissant à droite à gauche deux noyaux du sang reliés par les ponts du Dôme, qui depuis toujours en fait un seul centre. L'olivier est l'élément qui d'elle, avant tout, frappe le plus. Sa couleur argent descend par degrés du sommet des collines jusqu'à l'intérieur des jardins des maisons. Pour témoigner, un long étroit entre campagne et ville, entre le lieu où l'on produit et le lieu où la richesse est consommée. Aujourd'hui, aux oliviers s'ajoutent les serres des fleurs, source primaire de l'économie moderne de la ville, qui apparaissent plus bas vers les plats, souvent enchâssés entre les maisons. Dans le Val di Nievole, à 55 km de Florence et 18 km de Lucca, le trésor de Pescia, de la porte florentine au couvent de Colleviti, dans un itinéraire qui fait découvrir des églises anciennes, des palais, des musées de prix, un très beau théâtre, la place, des petits rues et des coins extraordinaires. La charme des Collodi, le berceau de la marionnette la plus célèbre au monde, du bourg magique à la Villa Garzoni avec son splendide jardin baroque. Les parcs de Pinocchio, les rames de l'imagination, un voyage impressionnant dans la fable. La verdure de la Suisse péciatine avec ses dits Castella, immergée dans les bois séculaires. Les splendides collines d'oliviers. Les fleurs, le cœur d'une activité économique qui voit dans les centres de commercialisation la plus grande concentration de la production du sud de l'Italie centrale. La Biennale de la Fleur, les palais des quartiers. La ville prit son nom de la rivière, déformant à la latine un mot lombard, qui justement voulait dire rivière, et à l'époque de Lombard remontent les plus anciennes traces témoignages d'une agglomération. À gauche de la rivière, les maisons entourèrent l'église paroissiale devenue maintenant cathédrale qui constitua la clé de voûte du développement urbain. Sur la rive opposée, un château, un marché et une cour féodale stimulèrent la disposition de maisons en longue file parallèle au courant. Un pont fortifié assura la liaison entre les deux parties de la ville. Pescia devint ville au XIIIe siècle, insérée solidement dans l'ère d'influence de Luc. Gravement endommagée en 1281 par son puissant voisin contre lequel elle souhaitait se rebeller. Elle se lia à Florence en 1339 après que le succès de l'expansion florentine en Val di Nievole soit devenu plus né. Florence fut toujours reconnaissante de la fidélité des habitants de Pescia et les récompensa en faisant tout pour favoriser son développement. Pescia doit à Léon X, pape de la famille de Médicis, la promotion en 1519 de sa pierre église paroissiale en propositura finalement autonome par rapport aux évêques de Lucques. Elle doit toujours aux Médicis l'impulsion initiale à un développement économique extraordinaire commencé au cours du XVIe siècle qui s'est prolongé en pratique jusqu'à la fin du XIXe siècle, fondé sur l'exploitation des ressources agricoles, intégrée par l'emploi de l'autre extraordinaire ressource constituée par la rivière et ses eaux. D'abord surgirent des soieries et des fabriques de papier, puis des tanneries et des forges en même temps que des moulins et des pressoirs à huile, tous utilisant l'énergie de l'eau en chute, une légère et très pure qui garantissait aux industries la qualité du produit. Ville riche, Pescia prétendit alors et obtint en 1699 le titre de ville, en 1726 le passage de 16. La prospérité des Pescia industriels durait jusqu'à l'unité d'Italie. Alors commença l'un déclin dû au changement des marchés et à la concurrence des industries étrangères. Pescia réagit alors en revenant à ses origines agricoles. Les cultures spécialisées furent son salut, d'abord la vigne, l'olivier, puis la fleur. Aujourd'hui, Pescia fonde son économie sur les pépinières d'oliviers,
d'agrumes, des plantes d'appartements sur la production de fleurs coupées qu'elle exporte avec succès dans le monde entier. Collodi, la patrie de Pinocchio, la marionnette la plus célèbre du monde. Dans le monde entier, parler de Collodi signifie parler de la patrie de Pinocchio, du personnage principal d'un des plus extraordinaires succès d'édition, d'un livre traduit dans toutes les langues sans doute du livre italien le plus connu imprimé dans le monde. Carlo Lorenzini, ainsi s'appelait l'écrivain, n'était pourtant pas né à Collodi, mais à Florence. Collodi était le pseudonyme que lui-même s'était choisi, en souvenir sûrement des heureuses saisons passées dans ce petit centre et de la maison dans laquelle il vécut les premières années de son enfance, et fit souvent retour ensuite attiré par les souvenirs maternels, comme dicta son ami Giuseppe Rigutini, pour la plaque commémorative posée sur la maison de ses grands-parents maternels, tout près de la rivière Pescia. D'ailleurs, ce n'est qu'à Collodi, véritable village de fables, que pouvait naître Pinocchio. Là, il est facile de retrouver les paysages, l'esprit, la sérénité, l'humour du chef-d'œuvre de Carlo Lorenzini. Il y a 3 attractions à Collodi qui ne sont pas toutes également connues. Le vieux bourg accroché sur un pont abrupt, la Villa Garzoni avec son jardin baroque, un des plus célèbres exemples de jardin à l'italienne. Le parc de Pinocchio, riche en monuments qui comprend entre autres les pays de Joujou. 3 itinéraires différents l'un de l'autre qui pourtant ont divers éléments en commun, une insertion harmonieuse dans les paysages toscans, surtout la capacité de pousser l'imagination du visiteur vers des dimensions inusuelles, romanesques ou plus précisément féeriques grâce à leur côté extraordinaire. L'antique bourg, ou château de Collodi, dont l'existence est attestée à partir de la fin du XIIe siècle, a une origine probablement semblable à celle de nombreux bourgs ou châteaux médiévaux. Des motifs surtout militaires poussèrent la population qui résidait dans la vallée, où on a la preuve de l'existence d'une petite implantation plus ancienne appelée Debbia, à créer une agglomération fortifiée sur la colline au-dessus appelée Dodo ou Dodolo, un toponyme de claire origine germanique. Dans une excellente position stratégique, Collodi eut ensuite la malchance de se trouver sur la bande frontière entre le territoire de Lucques et celui de Florence, et d'être donc disputé pendant plus d'un siècle, de 1329 à 1442, par les 2 puissances rivales. Nombreux furent les sièges, dont celui de 1430 fut célèbre, et les sacs dont le malheureux château fut victime. Si l'origine et l'histoire des Collodi ne sont pas très différentes de celles d'autres bourgs et châteaux, en revanche sa structure urbaine que l'on peut apprécier en observant les villages de loin, par exemple de la route qui monte vers San Gennaro, ou en le parcourant entièrement à pied, est vraiment original. Les bourgs se présentent comme une véritable cascade de petites maisons accrochées le long de la pente, escarpées et disposées sur les côtés de 2 triangles qui se touchent au sommet. Une des bases est occupée par l'antique roche, tandis que l'entrée l'est par la masse imposante de la Villa Garzoni qui se dresse sur les ruines de l'ancien château médiéval. L'état de conservation du pays est véritablement extraordinaire. On peut encore parcourir les vieilles rues pavées, observer les nombreuses maisons qui conservent le plan médiéval, les vestiges des structures fortifiées dans plusieurs portes du bourg, et au sommet la roche avec une ample enceinte faite de plusieurs tours dont une transformée en clocher. En montant, on passe de l'enchevêtrement des maisons et des ruelles à une ouverture de plus en plus ample sur la vallée située au-dessous, jusqu'à arriver sur la place caractéristique au sommet du village, sur laquelle donne l'église de Saint Bartolomeo et d'où l'on peut profiter d'une belle vue. L'église de Saint Bartolomeo.
Construction en pierre du XIIe siècle dont l'intérieur a été plusieurs fois restauré. L'église conserve plusieurs œuvres d'art importantes. Un retable du XVIe avec la Vierge à l'enfant assise sur un trône avec le Saint et le Père éternel au milieu des anges, attribué par certains à l'école de Raphaël. Une statuette en bois peint qui représente la Vierge à l'enfant de la seconde moitié du XVe siècle. Une terre de quitte du XVe siècle représentant Sainte Lucie. On attribue au milieu artistique de Matteo Civitali une belle sculpture en bois du XIIe siècle représentant Saint Barthélemy, que l'on peut attribuer à l'école de Jacopo della Quercia. Du presbytère, il est possible d'admirer les splendides panoramas du village. Villa Garzoni. Presque comme pour barrer l'accès à l'antique bourg qui semble se recroqueviller dans son dos, cette villa baroque a été construite entre 1633 et 1652 sur les restes du château préexistant. L'histoire de la famille Garzoni est étroitement liée à celle de l'édifice. Les nobles de Pescia, gibelins, se réfugièrent à Collodi en territoire loquois, quand Pescia se soumit à la Florence guelfe, et furent pendant longtemps seigneurs du village et des territoires environnants. La villa qu'ils construisirent avec son splendide jardin devient bientôt célèbre dans l'Europe entière et reçut la visite de princes, archiducs, lettrés et semble-t-il aussi de Napoléon Bonaparte. Actuellement, elle se présente comme une construction à la fois sévère et harmonieuse, imposante et originale. Les 4 étages, surmontés d'un toit en pavillon, forment un édifice à mi-chemin, entre les palais de la noblesse citadine et la villa de campagne. À l'intérieur, toutes les pièces principales sont décorées de stucs et de fresques et un grand escalier permet d'accéder des arcades d'honneur à une galerie grandiose. Les pièces caractérisées par des couleurs différentes se succèdent en ordre d'importance jusqu'au salon central, jadis utilisé pour les réceptions et les concerts. À remarquer en particulier la chambre rouge avec son lit à baldaquin, où la tradition veut que Napoléon ait séjourné, et la grande cuisine monumentale où travaillèrent les grands-parents de Carlo Lorenzini, qui y passa une grande partie de son enfance. Au-delà du portique de la cour, on peut observer la résidence d'été bizarre et délicieuse à la fois, œuvre de la seconde moitié du XVIIIe siècle que l'on peut attribuer à Ottavio Diodati, œuvre dans laquelle le corps central de forme convexe semi-cylindrique et les 2 ailes concaves contrastent avec la linéarité de la façade de la villa. Le jardin de la Villa Garzoni. Toutefois, la réputation européenne de la villa est surtout liée au splendide jardin baroque, un des rares en Europe que l'on puisse encore apprécier dans ses formes et structures d'origine. Réalisé au XVIIe siècle, à la même époque que la villa, il fut enrichi au siècle suivant par des statues et d'importants jets d'eau appelés triomphes. Conçu dès le début comme un lieu de plaisir avec des intentions érotiques non dissimulées, il faut de toute façon les considérer comme une œuvre d'art d'un équilibre rare où la verdure, les escaliers et le jet d'eau constituent un ensemble unique. Placé sur un axe différent par rapport à celui de la villa, il s'ouvre en bas sur un parterre à la française, avec des massifs, des statues et de grandes vasques circulaires. Après un passage presque insensible à la première terrasse d'élégants escaliers à double rampe, conduisent aux 3 terrasses supérieures s'harmonisant parfaitement à la conformation du terrain. Au-dessus d'elle, une cascade d'eau avec de chaque côté des silhouettes de femmes représentant les éternels rivales Luc et Florence se conclut au sommet par la statue de la célébrité qui souffle dans une coquille du sort un jet d'eau qui trace un arc très haut. Voilà l'itinéraire principal. Ensuite, il y a de nombreuses déviations, curiosités et surprises possibles. Parmi les différentes grottes, il faut surtout chercher celle de Neptune avec d'imprévisibles et malicieux jets d'eau. Le petit théâtre est un petit bijou avec de chaque côté les statues de la comédie et de la musique.
Le labyrinthe est intéressant, c'est un des rares à exister encore parmi tous ceux qui existaient dans les jardins des villes toscanes. Le bâtiment de bain est vraiment original, avec des secteurs pour les hommes et pour les femmes, mais quand même avec un banc commun considéré comme lieu de rendez-vous, alors que les musiciens étaient disposés de manière à ne pas pouvoir voir ce qui s'y passait. Enfin, il y a de très nombreuses statues en tuff, en terre cuite, qui sont souvent des copies d'œuvres originales grecques ou baroques, mais représentant aussi à la manière des naturalistes, des mendiants, des paysans, des petits singes, des dindons, etc. Le parc de Pinocchio. Après être sorti du jardin de la Villa Garzoni et avoir traversé la rivière, quelques pas après, on trouve sur la gauche l'entrée du très célèbre parc. Réalisé en une trentaine d'années, entre 1956 et 1986, il ne s'agit pas de l'habituel parc des loisirs, mais plutôt d'une unité imaginaire d'une rare suggestion d'un précieux exemple de création collective d'artistes, de grandes personnalités où on a la sensation de parcourir une fable vivante, d'un amusement spontané, naturel, tout en appréciant la beauté tranquille de l'art et de la nature. L'idée de célébrer à Collodi la marionnette, très connue par un complexe monumental, est venue en 1951 au maire de l'époque, le professeur Rolando Ancelotti, qui voulut appeler les artistes les plus célèbres du moment pour évoquer Pinocchio dans sa terre d'origine. 84 sculpteurs répondirent à l'appel en présentant leur maquette au concours national publié pour la réalisation du monument. La victoire alla ex aequo a Emilio Greco pour Pinocchio et la Fée et à Venturino Venturi pour la Petite Place des Mosaïques. C'est ainsi qu'en 1956 fut inauguré le grand et désormais célèbre groupe de statues en bronze de 5 mètres de haut, qui représente symboliquement la transformation de Pinocchio de marionnette en petit garçon, tandis que les mosaïques de la Petite Place racontent de façon imaginative et originale les principaux épisodes de ses aventures. Cette première tranche du parc fut projetée par les architectes Renato Baldi et Lionello De Luigi. Avec les années, le parc s'est enrichi de nouvelles réalisations. En 1963 fut inauguré le Verge de la Crevette Rouge avec le restaurant du même nom, œuvre de l'architecte Giovanni Michelucci, auberge dont les traverins rappellent les penses d'une crevette. Puis au sud du parc, en 1972, on édifia le pays de Joujou, parcours fantastique à travers plus d'un hectare de maquis méditerranéens projeté par Pietro Porcinai, constellé de 21 sculptures en bronze de Piero Consagra et par la construction de l'architecte Marco Zanuzzo. Une petite galerie introduite dans le village de Pinocchio d'une ancienne en pierre peuplée de personnages du roman. Le carabinier à moustache qui barre la route contraignant des enfants à passer entre ses gens, et encore le grillon parlant, le grand théâtre des marionnettes, le chat et le renard, les bois des assassins, la fée enfant et sa petite maison blanche, avec l'escargot concierge et la petite chambre où Pinocchio fut visité par les lecteurs. Tout près dans le champ des miracles brille l'arbre des monnaies en or. Peu après, voilà le serpent et encore 4 petits lapins qui apportent le cercueil pour convaincre Pinocchio d'avaler son médicament. Puis apparaît la fée, les bras ouverts, le crabe qui crache de l'eau, le filet et la poêle de pêcheur vert, et encore Pinocchio attiré par le cirque qui finit par être transformé en petit âne. Enfin, le grand requin qui a une queue où l'on peut entrer pour retrouver Geppetto. Du haut du grand monstre sur lequel on peut grimper, on voit le petite chèvre et la marionnette qui salue. À ce point-là, le parcours du roman est terminé, mais l'itinéraire fantastique continue avec les labyrinthes, les grottes des pirates, les bateaux corsaires, les rues sonores que l'eau fait tourner. Enfin, dernier rendez-vous pour les visiteurs, nous trouvons le laboratoire des mots et des figures sur une idée de Giovanni Michelucci et réalisé en 1987 selon le projet de Carlo Ancelotti. Un espace où, de temps en temps, sont présentées des expositions sur l'illustration pour les enfants d'œuvres d'artistes du monde entier, des expositions et des laboratoires didactiques de dessins et de réalisations d'enfants et d'écoles pour l'anniversaire de Pinocchio.
Le parcours littéraire du parc est scandé par une originale alliance entre art et environnement végétal. Le chemin est tortueux et la végétation dense fait en sorte que toute étape soit surprenante et inattendue. Les plans sont typiques du maquis méditerranéen, excepté au point où il s'agit de scander les épisodes les plus extraordinaires. Dans ces cas, la végétation prend des connotations plus extravagantes et originales. Le parc, de même que d'autres activités culturelles importantes, est une des réalisations de la Fondation nationale Carlo Collodi, institution culturelle qui a placé dans son siège Pedestin la bibliothèque collodienne qui regroupe les éditions italiennes et étrangères des œuvres de Lorenzini et les essais écrits sur le terre ainsi que le Centre international d'études sur la lecture et la littérature enfantine spécialisé dans la documentation concernant les héros de la littérature enfantine européenne. Pescia, la ville et ses monuments. On entre dans la ville par la porte florentine, arc de triomphe baroque érigé en 1732 en l'honneur de Jacques-Gaston de Médicis. En entrant dans la rue Giusti, on trouve sur la gauche le couvent des Salésiennes et l'église de Saint-Julien, Giovan Battista Foggini du XVIIe siècle, œuvre picturale de Thais de Sacconi et de Donnini. Correspondant au rétrécissement de la rue, on trouve les clochers de la cathédrale XIVe siècle, rendu plus élégant dans sa partie supérieure par d'élégants triforiums. La curieuse petite coupole qui est sûrement remplacée en 1771 sa flèche du VIe siècle. La dôme surgit à la place de la Pieve de Sainte-Marie de l'Absomption au Xe siècle. En face, il y a l'église de Sainte-Marie-Madeleine qui conserve dans sa sacristie un crucifix en cèdre du Liban peint à la deux trompes et objet de culte. À gauche du dôme se trouve le palais Cardini avec un hall d'honneur splendide et un jardin derrière. Le fronton est le résultat du rassemblement de plusieurs édifices précédents. Derrière la petite église romane de Saint-Michel, XIe siècle, qui s'appelle sans raison Vieux-Dôme. Une rue étroite porte à la place Garzoni où on trouve le couvent de Saint-Clair, 1492, avec un élégant cloître qui, dit la tradition, aurait été restauré par Michel-Ange, et l'église du même nom de style baroque tardif, avec un petit clocher de 1794. On revient aux dents et on prend l'ample rue Cavour, dont la construction au XIXe siècle a causé l'éventration dans les quartiers de la ville les plus anciens. À quelques pas du pont, la petite place Ducci avec les palais Cecchi, au nombre 11, XVIe siècle, et les palais Torrigiani, construits durant la Renaissance sur les tracés des remparts de la ville. En suivant à droite, de l'angle de la rue Battisti, on trouve l'église antique de Saint-Antoine Abbé du XIVe siècle. Après avoir observé sur la gauche les corps d'origine de l'hôpital de Saint-Cosme et Damien, commencé en 1762, on trouve en fond une grande place connue sous le nom de Pré de Saint-François. Sur elle a été construit en 1717 le théâtre de l'Académie des Affiliés, aujourd'hui théâtre Pacini. Sur la place donne aussi l'église de Saint-François, érigée en 1241, en même temps que son couvent, aujourd'hui restauré et utilisé par des bureaux judiciaires. Et auquel on a ajouté en 1713 une église baroque riche en monuments. Au-delà du fleuve, sur la place du même nom, il y a la vieille église de Saint-Étienne et Saint-Nicolas, précédée d'un escalier de nerfs, œuvre baroque du sculpteur de Pescia Agostino Cornacchini. Refait au XIVe siècle et plusieurs fois restauré, on y conserve les rétables de la Vierge de l'Épiphanie, école de André Orcagna, XVe siècle, et les noces de Cana, Benedetto Pagni de Pescia, VIe siècle. En face de l'église, on trouve les palais Galeotti du XVIIIe siècle, laissé en héritage à la ville en 1884, qui, depuis 1898, il y a installé le musée de la ville. Un cours monté conduit à la place qui prend son nom du Palais du Podestà ou Palagio, un harmonieux édifice résultant d'agrandissements successifs où est installé aujourd'hui, après 20 années de
Restauration, la Gypsothèque, dédiée à l'artiste de Pescia Libero Andreotti. De la place du Palazzo, il est possible de monter encore en faisant une très belle promenade à la colline de Faucheron, où au XVIIe siècle fut édifié un couvent de sœurs théatines qui s'enrichit par la suite d'une église dédiée à Saint-Dominique. Aujourd'hui, l'ensemble est devenu une maison de repos pour personnes âgées. De la place des Orbizzi, contiguë à la place Saint-Étienne par la Ruga degli Orlandi, Ruelle des Orlandi, sur laquelle donnent les maisons des plus grandes familles de Pescia. Des grandes portes jumelles, au numéro 42 et 44, distinguent les baroques par les forti, riches en ornements de pierre. Au fond de la ruelle, à gauche, on débouche sur la place Mazzini, quart de la ville. Entièrement entouré d'édifices de style Renaissance et baroque, elle est fermée aux extrémités nord par le palais du Vicaire, aujourd'hui hôtel de ville, avec sa belle tour civique, et sud par l'église de la Vierge du bas de la place. Le palais du Vicaire, orné des armoiries des vicaires florentines, fut complètement refait dans son style d'origine entre 1888 et 1930. Dans la loge monument aux morts, on trouve une fresque attribuée à Giovanni da San Giovanni et une victoire en bronze de Libero Andreotti. En descendant de la place Mazzini et passant par le bout de la Victoire et par la rue Libero Andreotti, maison natale du sculpteur, on tourne à droite de la rue Sismondi, d'où on peut observer sur la gauche la masse de l'ancien monastère des Bénédictines, aujourd'hui utilisé comme lycée, et plus loin l'église de Saint-Michel, une des plus anciennes églises de Pescia, dont l'aspect actuel remonte au VIe siècle. À remarquer, la rotonde vitrée représente Saint-Michel qui tue le dragon, œuvre intéressante d'un artiste rhénan du début du VIe siècle. En continuant, encore on entre dans la verdoyante Val Chiusa, choisie pour y séjourner par la célèbre historienne et économiste genevoise Sismondi entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. À cette époque remonte la villa Sismondi, restaurée et devenue bibliothèque et centre des études, où il existe encore des peintures murales que l'on attribue au savant suisse le jardin de la villa, dont l'organisation fut directement soignée par lui et intéressant lui aussi. Après avoir descendu la rue Sismondi et traversé à droite la place Matteotti, jardin public, on arrive place Leonardo da Vinci. De la rue Galeotti, continuation des rues Amendola, il est possible d'atteindre à travers un chemin de croix piétons le couvent de Colleviti et son église de Saint-Ludovic, érigée à la fin du XVe siècle. Du près au-dessous du couvent, on peut apprécier une ample vue sur la Val di Nievole et la région des Luc. C'est ici que se termine le rapide itinéraire de qui veut se faire une première idée de la ville. Mais c'est aussi d'ici qu'on devrait en commencer de nouveau avec un objectif différent, celui de pouvoir correctement apprécier cette intégration entre les maisons et les monuments de la ville et les paysages des collines toscanes qui constituent peut-être la principale attraction d'une visite à Pescia. Nous conseillons donc vivement de rechercher les splendides chemins pavés qui grimpent sur les collines qui la dominent juste derrière. Dôme. Il a été bâti à la place de l'ancien pierre de Saint-Marie de l'Assomption, Xe siècle. L'aspect de nos jours est le résultat de la restauration portée à terme en 1626. La façade néo-renaissance est de 1895. L'église est en croix latine avec une unique nef et 7 chapelles. A remarquer la chapelle Turini, Giuliano di Baccio d'Agnolo, XVI siècle, la copie de la célèbre Vierge ou baldaquin de Raphaël, œuvre de Pietro Dandini, rappelle la présence en ce lieu de l'original CD en 1697, au Florentin pour 1000 écus. Église de Saint-Antoine-l'Abbé. L'église du XIVe siècle conserve les précieux groupes en bois du IIIe siècle de la déposition, d'école umbro-toscan, populairement appelés les sans-LED, et dans la grande chapelle des fresques du XVe siècle des Bici di Lorenzo qui représentent des histoires de la vie du saint. Parmi les illustrations, on peut reconnaître ce qui est considéré comme la plus ancienne du Pescia. Théâtre Pacini. Il a été bâti en 1717 comme théâtre de l'Académie des affiliés. De style classique, il fut le deuxième théâtre du Toscan, après celui de la Pergola à Florence, à être ouvert au public.
Chaque année, on y organise une intéressante saison théâtrale. Église de Saint-François. Elle a été bâtie en 1241. C'est ici qu'est naquit en 1328 la Ligue des communes de la Val di Nievole et en 1364 fut signée l'affaire entre Florence et Pise, en présence de légat du pape. L'intérieur des soprefons franciscains est un nef unique et 3 chapelles absidales. Au fond de la nef, on trouve la célèbre table de Bonaventura Berlinghieri, datée de 1235, représentant Saint François et ses histoires de sa vie, la plus ancienne et probablement la plus fidèle des représentations iconographiques du saint. Dans la chapelle absidale droite, des fresques attribuées à Bici di Lorenzo, XVe siècle. Dans celle de gauche, il y a le triptyque de Saint-Anne, 1335, de Lucqua, Angelo Puccinelli, et en haut, de 37, le martyre de Sainte Dorothée, patron de Pescia, œuvre de Jacopo Ligozzi, XVIe siècle. La première chapelle sur la gauche est la splendide chapelle Cardini, datée en 1451, aux proportions et symétrie parfaite, attribuée par certains à Filippo Brunelleschi et par d'autres à son élève et fils adoptif Andrea Cavalcanti. Dans la sacristie, il y a la splendide fresque de la crucifixion, œuvre de Puccio Capanna, élève de Giotto. Musée civique. Il rassemble des peintures de l'école toscane du XIVe au XVIe siècle, parmi lesquelles des œuvres du maître de Sainte-Cécile de Lorenzo Neribici, des estampes antiques parmi lesquelles certains des Dürer, des témoignages et des objets anciens de la vie citadine des siècles passés. Gypsothèque. Dédiée à l'artiste de Pescia Libero Andreotti, un des plus grands représentants de la sculpture italienne du début du XXe siècle. Elle contient plus de 200 modèles en plâtre qui parcourent une recherche expressive de 30 ans et constitue une des plus importantes collections d'art contemporain en Toscane. Place Mazzini et les Palais des quartiers. La vieille Grande Place, et avant encore appelée le Mercato Longo, le marché, siège aujourd'hui encore d'un marché caractéristique tous les samedis matins, et depuis toujours le cœur de la ville, avec les meilleurs magasins et les édifices les plus élégants. C'est là que le premier dimanche de septembre se déroule le très populaire Palio des quartiers. Les 4 quartiers de la ville, Ferraia, Saint-Michel, Sainte-Marie, Saint-François, se lance un défi dans une compétition très serrée de tir à l'arc après un défilé en costumes médiévaux et l'exhibition des lanceurs de drapeaux, sbandieratori. Église de la Vierge du bas de la place. Œuvre du XVe siècle de Andrea Cavalcanti que la famille Galeotti a voulu dédier aux saintes Pierre et Paul. On y a transféré au début du XVIIe siècle une image pieuse du XVe siècle de la Vierge et à cette occasion l'église s'enrichit à l'intérieur d'un plafond en bois polychrome finement peint. La Fleur. Pescia est la capitale de la fleur, à cheval entre les départements de Pistoia et de Lucques, où se concentrent plus des 3/4 des entreprises floricoles toscanes. Elle voit affluer à son marché la production de 1200 sociétés de la région qui opèrent sur plus de 5 millions de mètres carrés de culture, dont 2 millions sous serre. Plus de 650 sociétés commerciales garantissent l'afflux du produit provenant de toute l'Italie et s'occupent de la distribution nationale et internationale, créant un volume d'affaires qui dépasse 250 milliards annuels. Les centres de commercialisation des fleurs et des plantes de Pescia représentent la plus grande concentration de la production du sud de l'Italie centrale. Œillets, glaïeux, chrysanthèmes, lilium, roses, iris, plantes décoratives, orchidées et même oliviers. Ici, les plantes et les fleurs sont contrôlées, exposées, vendues, distribuées et prélevées par les acheteurs selon un cycle amplement expérimenté qui prime la qualité du produit et stimule une production plus spécialisée. Ces marchés. Tout de suite après la guerre 1948, les habitants de Pescia, ayant décidé de favoriser le développement de l'économie floricole, firent construire rue Amendola, pas loin du centre de la ville, un grand marché aux fleurs sur projet des architectes Gori, Ricci, Savioli et de l'ingénieur Brizzi.
De conception vraiment audacieuse, en une unique voûte qui plaît à l'air, l'œuvre a obtenu un important prix international d'architecture. Devenue par la suite insuffisante, elle a été remplacée à partir de 1988 par l'énorme édifice du centre de commercialisation des fleurs de l'Italie centrale. Moderne architecture en acier, construite immédiatement au sud de la gare ferroviaire sur une aire de 40 000 m², avec un salon à travail unique de 10 000 m². Projetée elle aussi par Gori, Savioli et des autres architectes, elle présente une indéniable parenté avec certains projets de piano, élèves de Savioli, dont on peut citer surtout les Saint Beaubourg de Paris. La Suisse Pesciatine, il semble che ce soit l'historien et économiste Genevois Sismondi qui a forgé la définition de Svizzera Pesciatina pour les vallées appelées Val de Torbola, au cul le torrent du même nom, et Val de Forfora, au cul le torrent Pescia, au nord de la ville. La zone offre un paysage de collines et de montagnes d'un charme particulier, très verte et riche en bois, surtout de latifolier. Dans ces paysages, comme des petites pierres précieuses, sont sortis des villages appelés ici castella, châteaux fortifiés, accrochés sur les coteaux et les crêtes, tandis que deuxième Lignana ne reste debout que les ruines du mur d'enceinte et une petite église. Ces villages, fondés entre la fin du IXe siècle et le début du Xe, sont tous ceints de murs souvent très bien conservés. L'intérieur de ceux-ci, chaque village présente un aspect médiéval, avec ses maisons en pierre accrochées à la pente et ses vues pittoresques encadrées par des arcatures, des rouets, des arcades, souvent ouvertes sur la vallée. Les 10 castellas qui ont survécu sont aujourd'hui tous reliés entre eux. Outre que par une route goudronnée pas toujours facile, par un parcours de randonnée, les Valeriana Trekking. En 5 étapes, avec 4-6 heures de marche par jour, il est possible de parcourir tous les tracés, plongés dans des bois de châtaigniers, de robiniers et de pins, qui souvent s'ouvrent le long de l'hiver ensoleillé. La porte de la Svizzera Pesciatina est Pietrabuona, déplacée sur un coteau dans une position stratégique et par conséquent lieu au Moyen-Âge de guerres sanglantes. Ainsi appelée pour ses carrières de pierre de taille, maintenant à l'abandon, il conserve des restes des murs anciens, de la forteresse et d'une porte d'entrée. Dans la partie basse du village, dans l'ex-école primaire, on a ouvert le centre de documentation sur le travail du papier, qui recueille les témoignages d'une activité séculaire et prestigieuse développée dès le XVe siècle. Les langues dérivent tant de la pesca que de la pesca de Collodi. Doucet part un itinéraire de visite des anciennes papeteries des deux vallées qui comprend, entre autres choses, la papeterie Les Cartes, les papiers, située à quelques mètres de distance, autrefois appartenant à la famille Magagnani, dans laquelle existent encore tous les équipements nécessaires pour le travail à la main du papier, de même que les modèles réduits d'anciennes machines filigranes de valeur remarquable. On trouve 4 km après Medicina, plongée dans un bois de châtaigniers à 550 mètres d'altitude. Par ici passa, en 1529, le condottiere Francesco Ferrucci en voyage pour Gavinana, où il trouvera la mort. Des fortifications anciennes restent encore quelques donjons semi-circulaires et les vestiges considérables d'une galerie souterraine. Fibialla, lieu historique des combats entre Florentins et Lucquois, c'est le village le moins peuplé. Celui-ci, élevé sur plusieurs terrasses naturelles, au milieu des vignobles et des oliveraies, constitue un splendide point d'observation sur les valles de Torbola. L'image qui se présente en arrivant à Aramo est suggestive, avec ces anciennes maisons à pics sur les surplombes qui dominent la vallée de la Pescia. Dans ces villages existent aussi des caves et des étables creusées dans le roc et des galeries souterraines qui permettaient d'accéder en cas de siège aux zones agricoles environnantes. Sorano se trouve sur un coteau, le mont Petritulo, et prend son nom de son ancienne forteresse, souveraine, dont sont encore visibles les restes hautes du village. Dans l'église dédiée aux Saints Pierre et Paul, on trouve 5 autels, les fonts baptismaux et la chaire, tous en pierre de taille. Sur le versant oriental du mont Battifolle, le sommet le plus élevé de la zone de la Pescia, avec ses 1108 mètres au-dessous du niveau de la mer, se trouve San Quirico, avec les quelques restes significatifs de ces murs d'enceinte du XIIIe siècle, parmi lesquels une tour de repérage de forme hexagonale. Dans la partie basse du village, il y a l'imposant clocher et la belle église paroissiale, située sur une terrasse naturelle qui domine la vallée.
Un porte-châtelain presque intact introduit sur la place délimitée par des élégantes arcades et une belle fontaine en pierre de taille. Castelvecchio est célèbre pour sa splendide pieve du XII siècle, dédiée à saint Thomas, le monument roman le plus remarquable de la Val di Nievole. Elle a la forme d'une basilique à 3 nefs et 3 absides et une façade partagée en 2 parties. Celle du bas est décorée par des arcades aveugles sur des consoles et des demi-colonnes. Dans la partie supérieure, on peut observer, partant d'en bas, 3 archivoltes, une fenêtre jumelée, 4 rondes à cercle concentrique et sur le toit d'un déchiffrable masque sculpté. Sur les versants septentrional du mont Batifeuille, à 627 mètres d'altitude, il y a Stiapa, un autre château au confins entre Florence et Lucques, et pour cette raison exposé aux vicissitudes de guerre entre les deux villes. Dépourvu de murs, c'était un bourg fortifié avec des lignes de maisons serrées qui présentaient au rez-de-chaussée des meurtrières. L'église de structure romane dédiée à Notre-Dame de l'Assomption est intéressante. Au milieu des montagnes, Pontito se présente avec sa caractéristique forme d'éventail à l'envers, avec ses ruelles et ses maisons qui forment plusieurs arcs concentriques et des raies de ruelles transversales. Certaines maisons sont ornées de splendides portails en pierre. Au sommet de l'éventail, il y a l'église paroissiale dédiée aux Saints André et Lucie, de structure romane et restaurée en 1497. Toujours dans la partie haute, on distingue les restes des murs et de la forteresse. Vellano, chef-lieu de la Svizzera Pesciadina, fut une mairie autonome jusqu'en 1929. Il recueille encore plus que les autres bourgs les témoignages des siècles d'âpres conflits entre Pisans, Lugois et Florentins, qui se sont achevés par le définitif passage à la République florentine en 1364. Aujourd'hui encore, on peut admirer les ruines de la forteresse et des murs dans la partie haute du village, tandis que la pieve dédiée aux saints Sixte et Martin, où on a remis à jour certaines structures pré-romanes, et l'imposant clocher occupe la partie basse. Tous les 2 ans, les années paires, au mois de septembre, Pescia, des capitales italiennes des fleurs, se transforme en capitale européenne de la floriculture. C'est le moment de la Biennale de la fleur, née dans les années 50 comme véhicule de la promotion des fleurs coupées de la Val di Nievole et désormais rendez-vous fixe du calendrier international de l'Association internationale des producteurs de l'horticulture. La Biennale représente les moments les plus qualifiés de l'horticulture pépiniériste italienne et se présente au public comme un grand jardin botanique. Ici, les visiteurs sont mis en condition de reconnaître les plantes exposées, toutes rigoureusement cataloguées et donc immédiatement identifiables. Pas seulement une rencontre entre spécialistes donc, mais une intelligente occasion touristique qui peut s'élargir au musée des bonsaïs de Ponte all'Abate et à quelques entreprises particulièrement intéressantes à visiter. Route des Contes de Fées. Pour relier Pescia-Collodi, il n'y a pas seulement la pratique route départementale, il y a aussi un itinéraire de fable qui sur 8 km vous conduit de la ville de Flers au pays de Pinocchio, aller-retour. C'est une belle marche dans la campagne toscane. Départ de la bibliothèque des enfants, rue Trias 9, et presque tout de suite, près du couvent de Saint-Michel, on monte entre les oliviers. C'est la vieille route du mulet marquée du numéro 460 et par une signalétique rouge et blanche. Après la croix en fer, on descend sur les pierres de l'antique voie romaine, puis sur la Villa Chiari, embosquée un petit pont médiéval, voilà les premières maisons des Collodi. Hors des murs, passer les sentiers de la Valeriana Trekking, chemin des randonnées, qu'on peut parcourir en bifurquant vers les sources du Rio di Lezza jusqu'à Crocialino. De là jusqu'au domaine des Sirindomini et après l'église de Collecchio. Nous sommes revenus à Pescia en suivant un sentier encore plus haut, à mirer les panoramas.